Johnny Johnson en avait 44. Bon, évidemment, les Allemands faisaient la guerre du début à la fin, ceux qui ont survécu, alors que les autres ne faisaient la guerre que par tour d'opération, c'est-à-dire qu'ils avaient quelques mois d'activité de combat et on descendait. Allez. Foutu de la gomina plein les cheveux, en arrière du pento, là. Ils sentent bon. Et les filles, évidemment, les filles des îles Hawaï de l'époque sont déjà bien bronzées. Hein. Bon. Et c'est le bonheur, quoi. C'est la soirée, il se passe rien de très remarquable. On est en décembre. Parmi ceux qui rentrent pas se coucher, il y a quelques jeunes gens, pilotes de chasse, dont les sont stationnés sur un petit terrain de desserrement. Et plus c'est soudain au-dessus du nord de l'île, soudain, voici ce qui arrive. Survolant les reliefs du nord de l'île, tombant du ciel, dans le nord entier, une armada aérienne. Sera plus tard dans l'histoire connu sous le nom de Pearl Harbor, le port des perles. Quelques combats aériens sporadiques vont se tenir entre les P-40 américains, les chasseurs américains et les Zero japonais. Comme c'est le cas masqué par cette nuée de fumée qui avait obscurci littéralement, dont deux de ces pilotes américains qui auront réussi à décoller avec leur P-40.
qui a guerroyé contre les aviateurs japonais. Quelques-uns de ces pilotes vont devenir de véritables héros nationaux. Ils vont recevoir la médaille d'honneur du Congrès. L'un d'entre eux va devenir l'un des plus grands pilotes d'essai de l'histoire américaine des années 40. Il s'appelle George Welch. Quelques années plus tard, on dira même que George Welch est le tout premier pilote à avoir passé non officiellement le mur du son. Quelques jours seulement avant que Chuck Yeager ne passe pour la première fois et officiellement le mur du son, ce sera en octobre 1947. Mais George Welch, pour l'instant, n'était qu'un jeune fils de famille américain, pilote de chasse sur P-40, stationné aux îles Hawaï, et qui avait réussi à décoller toujours en tenue de soirée, ayant arraché son nœud papillon. Il avait réussi à s'en aller guerroyer contre les zéros. Il en avait abattu 2 ou 1,5 en tout cas, dans le ciel des Hawaï. Mais en tout cas, dans l'histoire, on se rappellera à partir de là, de Pearl Harbor. Et si un jour il nous arrive, une fois que nos transports aériens préférés seront remis en ordre, s'il vous arrive de venir passer quelques jours sur l'archipel des Hawaï, qui est dans la rade de Pearl Harbor et qui désormais est devenu un mausolée, en même temps que la tombe de tous ces marins américains. L'avion qui avait défendu Pearl Harbor, c'est donc celui-là, c'est l'avion 11, l'avion pour draguer, c'est celui-là qui nous fait. Imaginez-vous dans votre P-40 en train de rouler, pas de voler encore, de rouler simplement avec la verrière reculée, les coudes à la portière et en train de flasher votre plus beau sourire avec vos dents toutes refaites à neuf par un bon dentiste. Flasher votre plus beau sourire aux copines qui sont au bar de l'aéroclub sur le bord et qui vous admirent. Le P-40, c'est pas un avion pour bombin au niveau du pilotage. Enfin, il n'est pas si monstrueux que ça à faire voler. C'est pas un avion avec des performances phénoménales, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus maniable. Mais d'abord, c'est un avion qui a écrit la grande histoire de l'aviation militaire, en étant en particulier la monture des tigres volants, des mercenaires américains qui étaient au nom de l'aviation chinoise, le fer de lance aérien permettant de garder les Japonais à distance dans leur invasion de la Chine en 1941. Et d'autre part, c'est le chasseur standard américain à avoir traversé tout le conflit pendant que revient au parking devant nous Bernard Vurpillot, Nanar Lavurpille, autrement dit, notre japonais du jour, à bord de ce T6 transformé pour les besoins du cinéma, autrefois en réplique de Zéro. C'est vrai que ça ressemble pas mal au Zéro japonais, en étant un peu moins fin quand même que Zéro. C'est un AT6M. Exactement. Voilà le P-40 de nouveau. On tire et manche à gauche, on tourne pour un tonneau à facettes. Le son encore. Dessiner dans le ciel, dessiner une fleur dans le ciel. D'ailleurs, en allemand, la voltige aérienne, comme artiste. Donc les patrouilles des orchestres
soit la plus forte possible. Les membres de l'orchestre, par contre, un peu comme les membres d'un véritable orchestre, doivent avoir l'oreille et doivent savoir que la beauté de leur travail se fonde sur leur capacité à s'intégrer au tout. Ce qui est beau dans l'orchestre, dans le travail d'un orchestre, c'est le résultat mixé, le résultat final. Et donc, ça fait partie également du travail du leader, mais ça fait partie du travail des équipiers. Certains équipiers vont avoir des rôles plus complexes dans des formations, de grosses formations symphoniques. Certains musiciens doivent jouer très mezzo ou très doux, et d'autres par contre doivent forcer pour se faire entendre, parce que quand vous êtes